Bienvenue, si vous nous rejoignez à l'instant, que ce soit ici dans cette salle plénière à Bordeaux au H14 ou celles et ceux qui continuent à nous suivre à distance via la plateforme Nayer, on est parti pour un nouveau cycle de conférences qui va nous emmener jusqu'à 17h15 avec en toute fin de journée la présentation de Shaun Wan, le premier robot humanoïde capable de fouiller au fond des mers. Donc ça, ce sera un grand moment, rendez-vous tout à l'heure. D'ici là, on va encore parler de plein de choses, de robotique, on va parler d'agriculture, de numérique responsable, mais aussi d'intelligence artificielle. C'est d'ailleurs le titre de cette prochaine conférence qui va se passer en deux temps. On va d'abord répondre à cette question: qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Et ça, ce sera avec Laurent Simon qui est à mes côtés, qui est professeur des universités à Bordeaux INP, où il dirige la filière informatique et où il a co-créé l'option de dernière année entièrement dédiée à l'intelligence artificielle. Et vous êtes également chercheur au Labri, où il co-anime l'axe intelligence artificielle. Et dans un second temps, on répondra à cette question: qu'est-ce que l'intelligence? Et ça, ce sera avec Frédéric Alexandre, qui est déjà à nos côtés, qui est directeur de recherche INRIA, responsable de l'équipe Ménobzine, j'espère que je l'ai bien prononcé, situé à l'Institut des maladies neurodégénératives sur le Neurocampus de l'Université de Bordeaux. Donc vous avez vraiment deux experts pour répondre à ces questions. Et en parlant de questions, à la toute fin des deux présentations, il y aura, comme d'habitude, une petite séance de questions-réponses où vous pourrez interpeller nos experts et également via le chat à distance. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. Je laisse la parole donc à Laurent Simon pour nous dire qu'est-ce que l'intelligence artificielle. Donc, merci beaucoup pour cette introduction. Effectivement, donc dans un premier temps, je vais essayer de vous définir, de vous expliquer ce qu'on entend, nous, en tant qu'informaticiens, par intelligence artificielle. Alors, pourquoi on se pose cette question et pourquoi on est là tous aujourd'hui à quelques jours de Noël? C'est qu'en fait, l'intelligence artificielle bouleverse nos vies dans tous les pans de nos vies, hein. Que ce soit dans la reconnaissance de la parole, d'images, de vidéos, dans la traduction de texte, la traduction automatique de texte, dans la création de chatbots qui vont converser avec nous, ou même dans des algorithmes de recommandation. On entend beaucoup parler de publicité. Dans les jeux de société, les jeux vidéo, il y a de l'IA partout, qui est très forte. Et puis de manière un peu plus particulière, plus pointue, on va trouver aussi de l'IA de manière curieuse, on va dire plutôt dans des preuves, dans la création de preuves mathématiques, de théorèmes, on va pouvoir utiliser de l'IA. Et puis, ce qui est arrivé depuis quelques années aussi, et on a un stand de démo, vous pouvez jouer avec ça, mais on peut même utiliser l'IA pour faire de la création. Et donc on va pouvoir faire du design, on va pouvoir produire des images, des peintures, produire du texte, produire de la musique avec de l'intelligence artificielle. Et ce qui fait la particularité de cette technologie informatique, c'est qu'en fait, elle va se mettre comme une interface entre nous et la machine, et on va revoir un peu tous les pans de communication entre l'homme et la machine via ces interfaces maintenant dotées d'une certaine intelligence. Alors, l'intelligence artificielle fait beaucoup fantasmer, elle fait beaucoup peur. Et en fait, si on reprend ici sur ces citations, quelques citations donc, qui ont fait un petit peu peur, d'experts du domaine. Et on nous dit, effectivement, on le voit dans la presse, d'ici 3 à 8 ans, on aura une machine dotée de l'intelligence générale d'un être humain moyen. Même d'ici 20 ans, les machines seront capables d'effectuer n'importe quel travail qu'un homme peut faire. Et puis, ce qui nous fait peur, c'est qu'en fait, on entend aussi des experts qui nous disent que d'ici 5 ans, peut-être qu'il va se passer quelque chose de très grave issu des technologies qu'on est en train de développer. La première chose qui choque quand on lit ces phrases, c'est pas le contenu des phrases, c'est les dates. En fait, ce sont des prédictions faites par les créateurs de l'intelligence artificielle il y a plus de 50 ans. Et la dernière, qui est la plus récente, c'est d'Elon Musk, et on voit déjà que sa prédiction est fausse. C'était en 2014, et jusqu'à présent, il ne s'est rien passé de dramatique, en tout cas directement, si on met de côté les problématiques d'élection, où l'IA peut interagir en biaisant un peu les réseaux sociaux. Alors, donc l'IA, elle est performante pour prédire, c'est une caractéristique. Par contre, les chercheurs en IA ne sont pas du tout bons au niveau des prédictions. D'accord ? C'est peut-être pour ça qu'on travaille sur des algorithmes qui font des prédictions à notre place. Alors, le défi qu'on a en IA, c'est la définition elle-même. Ce qu'on retrouve souvent, c'est que l'IA, c'est faire à une machine ce que ferait un humain moyen. Bon, c'est une définition qui est intéressante, mais la question, c'est est-ce que vraiment on a envie de programmer une machine pour qu'elle fasse un humain moyen? Et quel humain? Est-ce que c'est un ado qui est en pleine crise existentielle à l'âge bête? Moi, j'ai envie de dire non. Donc, on a envie... en fait, ça ne suffit pas comme définition. On a envie d'autre chose. Hein. Alors,
c'est là qu'intervient cette IA fantasmée, cette IA rêvée qui fait peur. C'est une IA dans laquelle on va avoir une machine qui va être capable, certes, de percevoir, mais aussi de comprendre, d'avoir de l'humour, d'apprendre, de raisonner, d'expliquer, d'être curieux et d'inventer. Donc ça, c'est les bons côtés qu'on a envie de mettre dans une machine. Mais un humain, c'est aussi se tromper, être biaisé, se moquer même, plutôt que d'avoir de l'humour, mentir, avoir peur de l'autre, aimer la paresse. Alors la paresse, c'est bien, parce que c'est aussi une caractéristique d'intelligence. Donc on aimerait bien que les ordinateurs soient paresseux, mais ils travaillent très vite et très fort. Et en fait, tout ça, tous ces points-là, c'est ce qu'on appelle l'IA générale. Et c'est quelque chose qui, en fait, qui est un but, et on n'a aucune idée de comment le faire. Même s'il y a eu énormément de progrès ces dernières années, qu'on a fait beaucoup d'avancées, le but ultime de l'IA générale reste toujours aussi lointain et sans absolument aucune idée de comment faire pour y aller. L'idée derrière cette IA générale, c'est que l'intelligence est peut-être une des seules choses qui, si on la simule assez bien, eh ben, on la produit. D'accord ? Alors, ce n'est pas du tout vrai pour l'humour. Si on simule de l'humour, est-ce que vraiment la personne a de l'humour ? Si on simule l'empathie, est-ce que la personne a vraiment de l'empathie ? Ben non, en fait, ça c'est de la perversion. Donc on voit que quand on prend ces concepts-là de simulation, qu'on les met sur un homme, sur un humain, en fait, ça ne marche plus très bien. Alors, en informatique, nous, on n'est pas sur l'IA rêvée, on est sur l'IA réelle, sur celle qui est vraiment mise dans les ordinateurs. Et de manière un peu décevante, derrière la perception, c'est un algorithme. Derrière la compréhension, eh ben, on va mettre un algorithme. Derrière l'humour, il y a un algorithme. C'est que des algorithmes derrière, il n'y a pas du tout de mystère, il n'y a pas du tout de magie. Et pour éviter que la machine se trompe, pour éviter qu'elle ait des biais, ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester, on va vérifier, on va éprouver les algorithmes qu'on a créés, parce que même si c'est nous qui les avons créés, leur exécution, en fait, parfois nous dépasse et on est obligé de vérifier l'exécution d'outils qu'on a créés nous-mêmes. Alors, en opposition à l'IA générale, on appelle cette IA qui est plus réaliste, plus pragmatique, l'IA restreinte. Donc l'idée, c'est en fait de spécialiser l'IA dans une tâche extrêmement précise. Et dans cette tâche, dans ce cadre très précis, à ce moment-là, on arrive à avoir de très bonnes performances. On arrive très bien à traduire, mais il ne faut pas trop nous en demander quand même au niveau de la traduction. Donc là, la définition, ce serait peut-être effectivement faire à une machine ce que ferait un humain moyen dans une tâche extrêmement précise et si possible beaucoup plus vite. On aimerait bien qu'elle aille plus vite que nous pour prendre des décisions. Et c'est ici, en fait, dans l'IA réelle, qu'on va trouver des succès. Alors, pour avoir une définition, quelque part, ce qu'on fait, nous, tous les jours, c'est qu'on développe, on fabrique des outils qui sont des outils informatiques. Et leur particularité par rapport à d'autres domaines de l'informatique, c'est que ces outils sont adaptés à la manipulation de la complexité du monde. Comment faire pour reconnaître un chaton ? Comment faire pour faire une prédiction ? Comment faire pour faire un algorithme sophistiqué ? Et donc évidemment, à partir du moment où ce sont des outils, il va falloir choisir le bon outil pour la bonne tâche. Par exemple, si on veut écouter le cœur de quelqu'un, on va plutôt utiliser un stéthoscope qu'une scie. C'est mieux. Et donc c'est pareil au niveau de l'informatique, on va développer différents outils et suivant la tâche, en fait, on va utiliser un outil plutôt qu'un autre. Alors l'IA, c'est très rapidement séparé en deux grands domaines. Et ces deux grands domaines, c'est est-ce qu'on est, nous, en tant qu'humains, sur certaines tâches, est-ce qu'on est capable de la faire vite ? C'est penser vite, par exemple percevoir, on est très fort pour percevoir très vite quelque chose. On peut détecter des corrélations de manière innée, c'est-à-dire qu'on arrive à voir des choses corrélées. On peut parfois conduire sans y penser. Marcher et courir, ça ne demande aucune espèce de raisonnement. Donc ça, c'est la première partie. Et cette première partie, elle répond à la question, est-ce que, en tant qu'humain, je peux avoir une introspection sur ma façon de résoudre le problème. Par exemple, percevoir un chat, j'ai aucune idée de comment je fais. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a un chat qui arrive. Comment je marche, en fait, je ne sais pas comment je marche. Si on demande à quelqu'un et on nous dit, mets un pied devant l'autre, mais ça ne m'avance pas plus, je ne sais pas programmer ça dans une machine. Cette première série de problèmes va être typiquement attaquée par ce qu'on appelle de l'apprentissage automatique. J'en parlerai un petit peu plus tard. La deuxième série de problèmes, c'est penser bien. C'est-à-dire que là, on va demander à la machine de raisonner, de faire preuve de raison, de faire des preuves. Au lieu de détecter des corrélations, on va plutôt lui demander de détecter des causalités, qui sont quelque chose de beaucoup plus profond, beaucoup plus difficile en fait à dénicher dans le monde, et qui vont demander même peut-être une interaction avec le monde. Parfois, quand on conduit une voiture, on conduit sans y penser, mais si jamais il y a des panneaux de travaux, on a besoin de faire un plan, de réfléchir, de savoir comment on va passer, est-ce qu'on peut passer. Ça va faire preuve d'algorithmes basés sur du raisonnement. Et puis, autant on ne sait pas du tout décrire comment on peut marcher et courir, autant on peut coder, on peut faire un algorithme qui va planifier un trajet sûr dedans. Donc on a deux grands pans.
Et pour la première partie, donc, ce sera de l'apprentissage automatique, et l'autre partie, ce sera des raisonnements. Et pour chacun des exemples, des grands domaines, je vais vous donner les exemples de ce qu'on fait en pratique et comment c'est fait dans les machines. L'apprentissage, c'est comme l'intelligence artificielle, le terme apprentissage, il faut le décorréler de toute la puissance qu'on peut lui mettre. Une machine peut apprendre sans comprendre. Donc l'apprentissage automatique, l'apprentissage machine, n'a rien à voir avec l'apprentissage avec lequel que nous on utilise. Ça, c'est un point essentiel. Vous allez le voir là, en fait, tout ce qu'on fait pour faire apprendre à une machine, c'est qu'on va demander à la machine d'améliorer sa précision grâce à des exemples qu'on va lui donner. Alors comment on fait ça ? On va créer d'abord un algorithme qui va être un algorithme spécifique. Alors un algorithme, c'est du calcul, des multiplications, des additions, des fonctions un peu plus compliquées, mais qui prend des entrées et qui produit une sortie. Si on essaie de reconnaître par exemple des chatons, c'est toujours bien de reconnaître des chatons, on va créer une sorte de boîte noire, alors on va voir que ce n'est pas tout à fait noir, qui va prendre une image en entrée et qui va nous donner en sortie un chiffre proche de 1 si c'est un chat et 0 si c'est un chien. D'accord ? Plus il se rapproche de 1, plus on sera sûr que c'est un chat, plus c'est proche de 0, plus on sera sûr que c'est un chien au niveau algorithmique. Alors comment on peut faire pour améliorer la précision de cette boîte noire grâce à des exemples ? En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre dans cet algorithme, qui est que des multiplications, des additions, on va mettre des constantes. D'accord ? Petit a, petit b, ça va être des valeurs. D'accord ? Et l'idée de l'apprentissage automatique, ça va être de trouver les bonnes constantes. Et une fois qu'on les a trouvées, on les garde. Là, on va voir comment on peut faire. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend notre ensemble entier d'exemples étiquetés, c'est-à-dire que quelqu'un m'a donné des images de chatons en vert et des images de chiens en rouge, et elles sont étiquetées. Je sais lesquels sont des chats, lesquels sont des chiens. Et donc, ce que j'aimerais, quelque part, c'est trouver les bonnes constantes là où j'ai des points d'interrogation, pour que quand j'applique mon algo sur tout cet ensemble d'exemples, il me donne bien des 1 quand j'ai des chats et des 0 quand j'ai des chiens. Maintenant, comment je peux faire ça ? Eh bien, pour faire ça, je vais commencer avec des valeurs aléatoires, c'est-à-dire que mes constantes, je vais choisir des constantes, n'importe lesquelles, et je m'aperçois que si je prends des valeurs au hasard, évidemment, il va calculer des choses, mais qui ne reflètent pas ce que j'aimerais. Par exemple, il m'a dit 0,45 en haut pour le petit chat du haut, et j'aurais bien aimé qu'il me donne une valeur verte, une valeur proche de 1. Donc maintenant, je vais, partant de cet exemple, de ces constantes que j'ai choisies au hasard, il va falloir que j'essaie d'améliorer le comportement de mon algorithme. Alors ce que je vais faire, c'est au lieu d'avoir tous les chiffres comme ça précis pour chaque exemple, ce que je vais faire, c'est je vais calculer la distance moyenne de ma machine sur tous les exemples. Donc au lieu de considérer chacun des exemples, je vais regarder est-ce que globalement ma machine elle classifie bien tous mes exemples. C'est une distance. Et puis, ce que je vais faire pour apprendre, ça va être simplement de trouver un moyen de réduire la distance que me produit mon algorithme, étant donné tous ces exemples-là. Je vais essayer de réduire la distance. Et si ma distance est de 0, mon algorithme est parfait. Il a bien reconnu mes images que je lui ai données en entrée. Et comment je peux faire ça ? J'ai une distance, mais ce qu'il me faut en plus de la distance, c'est une indication supplémentaire que je vais mettre dans mon algorithme, qui sera que, en plus de la distance, mon algorithme d'apprentissage va me donner une direction vers laquelle je dois faire bouger mes constantes. La constante en haut à droite, je dois la réduire un peu. J'ai des constantes que je dois augmenter aussi. Donc en plus de la distance à ma solution idéale, je vais donner un sens pour améliorer ma boîte. Et donc au final, l'apprentissage automatique, c'est extrêmement simple. Vous avez devant vous un paysage, et ce paysage, c'est quoi ? Si je prends un point dans ce paysage-là, ce point va me définir les constantes, toutes les constantes de mon algorithme. Un point, c'est toutes les constantes. Et puis si je prends un autre point, j'ai une autre machine que j'aurais pu apprendre. Chaque point de ce paysage me définit la distance de cette machine-là à une machine idéale. Et donc l'apprentissage, c'est quoi ? C'est je vais partir d'une solution au hasard, et puis grâce à mes petits plus et mes petits moins, je vais faire des petits pas pour améliorer la performance de ma machine. Je vais aller changer petit à petit mes constantes, et vous voyez que là, ici, je suis parti d'une solution au hasard, et petit à petit, je suis allé dans une zone bleue, et vous voyez que la zone bleue, c'est une zone où la distance de mes prédictions de ma machine à ce que je devais faire est assez minimale. Et puis évidemment, si j'étais parti d'un autre endroit, je serais arrivé ailleurs.
D'accord ? Donc je n'ai pas du tout la garantie de trouver tout le temps la même machine. Par contre, je vais trouver des constantes qui rendent ma machine avec un pouvoir de prédiction meilleur. Alors, ça a l'air très bien, c'est assez simple à faire, mais en fait, là-dedans, il y a un gros problème. C'est qu'en fait, il y a un petit démon qui se cache dans ce paysage. Ce petit démon, c'est un génie, c'est un mauvais génie. Comme dans les histoires pour enfants, c'est un génie qui vous dit « Tu as un vœu, si tu veux, je vais exaucer ton vœu ». Et en fait, quel que soit le vœu qu'on va lui donner, il va tordre la demande pour nous faire vivre un enfer. Par exemple, si je lui demande « J'aimerais être la personne la plus riche au monde », il va nous faire apparaître avec 10 centimes en poche et on sera seul sur Terre. Donc il a répondu à notre vœu, mais il a fait de notre vie un enfer. Et à chaque fois qu'on va lui poser une question, il est capable de transformer en fait, ce qu'on lui a demandé pour que ce soit un enfer. Et c'est un peu pareil pour ce qu'on cherche à faire, c'est-à-dire qu'on va chercher à apprendre quelque chose avec une fonction objectif. C'est ce qu'on demande au génie. Et le problème, c'est qu'il y a toujours un moyen de répondre à la fonction objectif tout en faisant un enfer à la personne qui la répond. D'accord ? Alors, ça, c'est la première partie, l'apprentissage automatique. La deuxième grande partie de l'IA, c'est basé sur le raisonnement. Comment on fait pour faire raisonner une machine ? Et bien, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on reprend ce que Aristote lui-même avait formalisé il y a plus de 2000 ans, c'est-à-dire qu'on va avoir des faits, donc là je les ai appelés A, B et C, et ces faits peuvent être vrais ou faux. Alors on n'a pas de fake news là, c'est vrai ou faux, d'accord ? On a une logique très simple. Okay ? Et donc les faits, c'est par exemple, est-ce qu'il fait beau, est-ce qu'il pleut, est-ce que j'ai pris un parapluie, est-ce que j'ai mes chaussures ? Donc on va décrire le monde dans lequel on vit par des faits qui sont vrais ou faux. Et puis tout ce qu'on va faire, et vous voyez c'est extrêmement simple, et on va voir que si on trouve dans les faits actuel qu'on a A qui implique B et que par ailleurs on trouve aussi que B implique C, alors on va simplement dire ok, on sait que A implique C. D'accord ? C'est évident, c'est très simple. Et simplement en faisant ça, on est capable de répondre à des problèmes extrêmement compliqués. Et c'est ce qui est derrière en fait cette technique-là, et derrière des outils qui sont capables de démontrer des preuves qui sont mathématiques, qui sont hors d'atteinte des meilleurs mathématiciens. Alors, ce raisonnement, il a l'air bien, on dit, mais pourquoi on ne le fait pas surtout ? En fait, le problème de ça, c'est la complexité. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va ajouter un fait, en fait, ce fait-là peut en ajouter encore d'autres. Et donc, petit à petit, à partir d'une description du monde qu'on va avoir, on peut avoir une description du monde qui dépasse l'entendement en termes de taille de faits qu'on va devoir ajouter. Alors, dépasser l'entendement, il faut que je vous explique, donc encore une fois, une petite histoire sur l'exponentielle. Alors l'exponentielle, on entend parler avec le R1,5, R1,51, R1,49. Donc c'est une fonction qui est très simple, mais qu'on a du mal à percevoir en tant qu'humain. Alors pour voir comment on a du mal, c'est l'histoire qu'on prend souvent, c'est l'histoire de la création des échecs. Suite à la création du jeu des échecs, qui avait été commandé par un roi indien, son créateur a dit non, je ne veux pas être payé pour mon jeu d'échecs. Ce que je veux, c'est que tu me mettes un grain de riz dans la première case, 2 grains de riz dans la deuxième, 4, puis 8, puis 16, puis 32, puis 64, et simplement que tu me donnes le nombre de grains de riz qu'il y aura à la fin au niveau du damier. Le roi était content, il préférait donner du riz que de l'or, et effectivement, la première ligne est très facile à remplir. Il suffit d'avoir de l'ordre de 250 grains de riz. La deuxième aussi, autour de 30 000 grains de riz, c'est-à-dire on va dans la cuisine, on trouve les grains de riz, on les met. La troisième ligne, il faut aller chercher un peu plus loin, mais on y arrive. Quatrième ligne aussi. Et en fait, le problème de ça, c'est qu'on arrive très vite à avancer, mais pour remplir l'intégralité du damier de l'échiquier, en fait, ce qu'il aurait fallu, c'est plusieurs centaines d'années de production de riz sur Terre. Donc cette croissance exponentielle, elle est vraiment contre-intuitive. On a l'impression, puisqu'on a avancé très vite, qu'on peut aller très vite jusqu'à la fin. Et pour enfoncer encore plus le clou, je vais simplement prendre le damier de l'échiquier, 8 par 8, et je vais multiplier par 4. C'est-à-dire je vais mettre plusieurs damiers côte à côte. Est-ce que vous avez une idée du nombre de grains de riz qu'il faudrait pour remplir ce damier en suivant la même règle, en doublant à chaque fois le nombre de grains de riz ? Alors, normalement, c'est contre-intuitif. En fait, je vais répondre moi-même, mais en fait, il faudrait plus de grains de riz qu'il y a de particules dans l'univers pour remplir cet échiquier. Donc cette fonction exponentielle, elle est vraiment contre-intuitive et elle croît très très vite, et c'est le mur infranchissable des algorithmes de raisonnement automatique. Ces algorithmes de raisonnement automatique vont devoir produire un nombre de faits qui va croître de manière exponentielle. Et en pratique, on ne sait pas le faire, on n'a aucune mémoire pour le faire, et donc il faut trouver des astuces. Voilà.
Donc voilà. Et raisonner, les problématiques de raisonnement, c'est en fait s'attaquer en pratique à une combinatoire qui est démesurée et qui est complètement folle. Pour finir, je vais essayer de résumer les grandes limites et pourquoi on a du mal à aller jusqu'au bout. Qu'est-ce qui nous freine en intelligence artificielle? Pour ça, je vais prendre un livre pour enfants, c'est Grover, de Sesame Street, qui est content parce qu'il va aller visiter le musée qui contient tout ce qu'il y a dans le monde. Donc plutôt que d'aller visiter le monde, il va aller dans ce musée, et ce musée contient tout ce qu'on peut trouver. Donc c'est une bonne journée d'occupation. Et donc il va voir, il y a des pièces pour tout. Il y a une pièce pour ce qu'on trouve dans la cuisine, une pièce pour ce qu'on trouve dans les avions, même une pièce éventuellement pour des choses abstraites qu'on peut créer. Donc il visite l'intégralité du musée, il est très content. Et à la fin, il y a une dernière porte. Il ouvre la porte, et cette porte, c'est la porte et tout le reste. Et en fait, en ouvrant cette dernière porte, il sort sur le monde réel. Et en fait, l'IA, c'est exactement ça, c'est-à-dire que ce soit en apprentissage automatique ou en raisonnement, à un moment donné, l'IA est bloquée dans un musée dans lequel elle est très performante, mais en fait, on ne sait pas la faire sortir du monde parce que la complexité est complètement démesurée pour résoudre ces tâches-là. Voilà, c'était une parabole enfantine, mais qui parle pour moi. Voilà, j'ai fini ma présentation, et donc c'est Frédéric qui va vous parler de l'intelligence elle-même. Voilà. Merci. Merci. Donc Laurent vient de nous définir l'intelligence artificielle. Et donc, la question à laquelle je vais essayer de répondre maintenant, c'est finalement quelle différence est-ce qu'il y a avec l'intelligence naturelle, notre intelligence? Avant de répondre à cette question-là, je vais quand même déjà faire remarquer qu'il y a des similitudes. Et en particulier, parmi les algorithmes que Laurent a décrits, il y a certains algorithmes où, si on regarde comment est-ce qu'ils ont été conçus et comment ils fonctionnent, on trouve pas mal de points communs avec la manière que notre intelligence naturelle a de fonctionner. Je prends l'exemple de la décision. Par exemple, dans la décision, ce matin, j'ai dû décider si je venais à pied ou si je venais en voiture. Et en fait, la manière que les algorithmes en IA ont de modéliser ce processus, c'est en 3 étapes. Première étape, c'est l'idée de dire, quand je prends une décision, je vais accumuler des arguments, donc je vais essayer de trouver des arguments en faveur de chacune des solutions. Par exemple, je me dis, tiens, s'il fait beau, c'est plutôt un argument pour venir à pied, ou alors s'il pleut, c'est plutôt un argument pour venir en voiture. Deuxième étape, je vais accumuler les arguments plutôt en faveur de l'une ou l'autre solution. Par exemple, dire, ok, mais si je viens à pied, c'est quand même meilleur pour l'environnement, etc. Donc je vais continuer comme ça à accumuler les arguments jusqu'au moment où j'arrive j'ai passé mon seuil de décision. Finalement, je me dis, j'en sais assez, et donc finalement, j'ai plutôt décidé de venir à pied. Donc les algorithmes de décision ont commencé à fonctionner comme ça, et puis après on s'est rendu compte, ok, c'est bien dans cette situation-là, mais je pourrais aussi être dans cette situation-là, où finalement j'ai passé le seuil, mais finalement l'autre pile où j'accumulais des arguments était tout près aussi du seuil. Et finalement, si je compare les deux situations, vous voyez bien que je vais prendre la même décision, mais qu'il y a un cas où je serai moins sûr de moi que l'autre. Et finalement, c'est pas une très bonne manière de prendre la décision. Et une bonne manière, c'est plutôt de contraster. Et c'est ce que Laurent nous a dit avec l'exemple du chien et du chat. C'est quand c'est 1, c'est le chat, et quand c'est 0, c'est le chien. Donc une meilleure approche, c'est plutôt de contraster l'un par rapport à l'autre, et donc de se dire, quand je décide, le soleil, c'est plutôt aller en faveur de aller à pied par rapport à aller en voiture. Maintenant, le fait qu'il pleuve, c'est plutôt dans l'autre sens, ainsi de suite. Et donc, comme ça, je peux prendre le même système, mais toujours en contrastant. Et finalement, j'arrive au même système, mais sauf qu'à tout moment, si je dois m'interrompre et trouver une décision, j'ai quand même la meilleure position, disons, pour prendre cette décision. Et ça, ce qu'on trouve dans les algorithmes classiques d'IA pour décider, c'est aussi ce qu'on trouve dans notre cerveau. Et donc finalement, quand on travaille avec des biologistes et des médecins qui nous expliquent les principaux circuits de la décision, on voit que le rôle du cortex pour coder justement ces fameux arguments, le rôle des ganglions de la base pour essayer de définir le critère de choisir le critère de seuil pour décider, et puis le rôle de la dopamine, qui est celle qui permet d'apprendre et d'ajuster ces critères-là, c'est quelque chose qui ressemble beaucoup aux algorithmes automatiques de l'IA. Donc clairement, il y a une partie où il y a des similitudes et où donc on peut travailler avec les neurosciences, par exemple, pour essayer de comprendre et de comparer les différents algorithmes.
Mais après, il y a quand même des moments où c'est pas pareil, vraiment pas pareil. Et ces moments-là, j'ai essayé de les classer selon trois grands thèmes. Et le premier grand thème, c'est ce qu'on appelle l'ancrage du symbole. Alors ça veut dire quoi? Le symbole, finalement, c'est les concepts dont Laurent parlait, ou les faits qu'on utilise dans les algorithmes, quand on utilise un chien, un chat, ou le fait qu'il fasse beau ou qu'il pleuve, etc. Donc ça, c'est les symboles qu'on manipule. Et en fait, il y a une grande différence entre une machine qui va manipuler ces concepts-là, mais comme étant des symboles abstraits qu'elle ne comprend pas, par rapport à nous, pour qui ces symboles sont ancrés dans la réalité. On leur donne un vrai sens parce qu'on vit, parce qu'on est vivant et qu'on est capable de comprendre ce que ça veut dire, ces concepts qu'on manipule dans la réalité. Et ce qui fait que nous, peut-être que des fois, on va être moins logique, et à ce moment-là, on va parler de biais cognitifs, qui fera que des fois, on aura un raisonnement qui sera moins mathématiquement fondé, moins logique, mais finalement pas forcément aussi mauvais comme on va le voir. Et finalement, ce qu'on peut dire, c'est que des fois, même si on n'est pas rationnel, on a du bon sens parce qu'on est capable de rattacher ça à la réalité. Un exemple. Je vous donne le choix entre soit de manière sûre, vous pouvez gagner 100 €, ou bien vous avez une chance sur deux de gagner 100 €. Donc est-ce que vous préférez 40 € de manière sûre ou 100 €, une chance sur deux? En fait, si on fait un sondage, en général, c'est assez universel. On va nous dire plutôt, je préfère être sûr de gagner 100 €. Alors que si on calculait mathématiquement ce qu'on appelle l'espérance de gain, enfin les probabilités reliées à ces gains, en fait, on se rendrait compte qu'il faudrait trouver l'autre solution. Et ça, c'est un biais cognitif qu'on appelle l'aversion au risque. Et pourquoi ça? Parce qu'en fait, quand on code ça, donc d'un côté il y a les gains et de l'autre côté il y a les pertes, mais en fait dans notre cerveau, les gains et les pertes, ils ne sont pas codés de la même manière. Pourquoi? Parce que les pertes, en fait, c'est risquer de se blesser, c'est risquer éventuellement d'être tué. Donc vous voyez, c'est beaucoup plus grave, beaucoup plus dangereux qu'un gain, et quelque part, c'est moins grave de perdre une opportunité de gain que d'avoir une perte où là, on risque de se blesser ou de se faire mal. Et donc, du coup, notre raisonnement, qui est ancré dans la réalité, nous dit, attention, il faut quand même ne pas considérer pareil un gain et une perte, alors que mathématiquement, au signe près, on vous dit que c'est la même chose. Et la preuve, une illustration, c'est que maintenant, si je vous pose une autre question, je vous ai donné 100 € avant, et je vous dis maintenant, est-ce que vous préférez être certain de perdre 60 € ou bien est-ce que vous préférez avoir le cas où vous avez une chance sur deux de perdre vos 100 €? Qu'est-ce que vous préférez? À ce moment-là, vous allez préférer la deuxième solution. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'effet de cadrage, alors qu'en fait, si on regarde, les deux choix que je vous ai montrés étaient exactement les mêmes choix. Donc, selon la manière que j'ai de vous présenter le problème, vous allez préférer un cas ou l'autre. Ça, pourquoi? Parce qu'il y a un cas où je l'ai présenté selon les gains et un cas où je l'ai présenté selon les pertes. Et donc, ça montre bien que vous n'êtes pas rationnel, mais en même temps, ça montre aussi que vous avez du bon sens parce que vous êtes capable de rattacher ça à la signification concrète, physique que les propositions-là ont pour vous. Et finalement, la différence, c'est que nous, on a un corps et que quelque part, dans ce corps, on est capable de se représenter l'importance pour la survie, pour le corps de nos décisions, ce qu'une machine ne fera pas a priori. Donc, première cas où la machine ou l'intelligence artificielle est différente de l'intelligence naturelle, c'est l'ancrage du symbole. Deuxième cas, Laurent en a parlé aussi, c'est le fait que des fois, apprendre pour une machine, c'est super long, il faut montrer plein d'exemples. Il y a même les cas que Laurent a évoqués où la combinatoire est telle qu'on ne pourra même pas trouver tous les cas, alors que nous, finalement, on sait que dans la pratique, des fois, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup d'exemples pour se débrouiller, pour avoir un comportement qui est pas trop mauvais. Et en fait, pourquoi? Parce que dans le cerveau, on a un organe qui s'appelle l'hippocampe. Et en fait, cet hippocampe, lui, il ne va pas raisonner par statistique, mais il va être capable de retenir des cas particuliers. Et donc, de mémoriser en particulier des événements qui vous ont marqué ou qui ont été associés avec une émotion, ce genre de choses. Et ça va vous permettre de réagir non pas après avoir fait des longues statistiques, mais de réagir beaucoup plus vite, finalement, à des cas particuliers. Et en particulier, ce qu'on a observé chez l'animal et chez l'être humain aussi, c'est que ces cas particuliers qu'on mémorise, on est aussi capable de se les renvoyer à soi-même pour s'entraîner.
Tout à l'heure, Laurent faisait l'éloge de la paresse. Il disait finalement c'est très bien à des moments de rien faire, de rêvasser comme ça. Et en fait, quand on a l'impression de rien faire et de rêvasser, et même la nuit quand on dort, en fait, c'est votre hippocampe qui est en train de vous renvoyer des exemples pour entraîner le cortex, donc l'autre partie qui lui apprend avec des statistiques. Donc ce qui fait que la nuit, pendant que vous rêvez, en fait, ou bien quand vous êtes en train de rêvasser en marchant dans la rue, en fait, c'est votre hippocampe qui est en train d'entraîner votre cortex à faire des meilleures statistiques. Et donc c'est la manière qu'on a de faire de l'apprentissage long, c'est en fait d'utiliser le sommeil ou la somnolence pour s'entraîner. Et en plus, ça permet aussi de faire ce qu'on appelle l'imagination et la créativité, au sens où l'hippocampe, il peut aussi vous renvoyer plusieurs exemples ensemble et donc mettre bout à bout des morceaux d'exemples pour vous donner en fait des exemples nouveaux que vous n'avez jamais vus. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'imagination ou la créativité. Et ça, c'est aussi ce qui fait ce qu'on appelle un autre biais, qui est le biais de référence. C'est le fait que parfois, on va plutôt, au lieu de se fier aux statistiques, on va plutôt se fier à un exemple qu'on a vu récemment, au cas particulier qu'on a vu récemment. Et des fois, c'est pas logique. Mais des fois, c'est aussi beaucoup plus efficace de pouvoir réagir rapidement plutôt que d'avoir attendu, d'avoir fait assez de statistiques pour bien décider. Et après, il y a un autre cas où vraiment, clairement, notre intelligence est vachement plus efficace que l'intelligence artificielle, en tout cas telle qu'elle existe aujourd'hui. C'est le fait que finalement, on vit dans un monde qui change, qui est très peu prévisible, et en fait l'IA elle n'est pas très à l'aise avec ça. L'IA elle préfère un monde bien déterministe, bien reproductible, et là on peut des fois, comme les échecs, à un monde particulier bien fermé, bien clos, et là elle peut être efficace, mais par contre la mettre dans le vrai monde où tout peut arriver à tout moment, c'est beaucoup plus dur pour une IA, alors que nous on est capable de se débrouiller avec ça assez bien. Pourquoi ? Parce que en fait ce qu'on va faire, c'est pas forcément chercher la vérité, qui est la base de la logique dont parlait Laurent tout à l'heure, mais plutôt on va essayer d'estimer l'incertitude. Et pour ça, en fait, ce qu'on fait, et la machine le fait aussi un peu, on va essayer de se définir des règles de fonctionnement. Et Laurent a aussi expliqué ces règles-là. C'est les règles du genre si condition, alors sinon. S'il pleut, alors je viens en voiture, par exemple. Et en fait, cette expression d'une règle de comportement, ça peut être une règle de logique, mais alors, par exemple, une règle logique, c'est si je lâche cet objet, alors il va tomber par terre. D'accord ? Donc ça, je l'ai appris et je sais que c'est une règle de logique. Et en fait, pour falsifier cette règle de logique, il suffit de dire si je lâche et que l'objet ne tombe pas, là vous allez être vraiment surpris. D'accord ? Et là, j'aurais falsifié, j'aurais trompé la règle, mais en fait, ça n'arrive pas très souvent. Autrement dit, les règles logiques, c'est des règles bien éprouvées et qui sont inflexibles, qui sont fiables et qu'on peut utiliser. Voilà ce que c'est qu'une règle logique, mais souvent, ce n'est pas ça qu'on fait. Souvent, on va plutôt essayer d'estimer nos incertitudes, et donc on va plutôt essayer d'estimer la probabilité, ce qu'on appelle la croyance qu'on a dans le fait que telle chose soit vraie ou soit fausse. Et à ce moment-là, ce ne sera plus le même principe d'essayer de falsifier la règle en montrant que si la condition est vraie et que la conclusion est fausse, alors il y a un problème. Ça, c'est vraiment le vrai moyen en logique de contredire la règle. Je vous montre un exemple donc, de règle, mais plus une règle de vraisemblance, où on va essayer d'estimer une hypothèse, autrement dit, quelque chose qui est beaucoup plus flexible. C'est la règle suivante, que j'ai pris un peu en fonction du contexte actuel, donc qui dit, en fait, si on n'est pas vacciné, alors on propose qu'on a plus de chances de se retrouver en réanimation. En fait, cette règle-là, si on voulait l'aborder d'un point de vue logique, ce qu'on devrait faire, c'est se promener dans la rue, trouver des gens pas vaccinés et se rendre compte qu'ils sont moins fréquents là qu'en réanimation. En fait, c'est pas ça qu'on va faire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans les hôpitaux, et aller dans les services de réanimation et dire « Ah, vous voyez, il y a plein de gens pas vaccinés, j'avais raison ». Et ça, c'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. Ça veut dire que je ne suis pas en train de vérifier un fait qui est vrai, parce que ce n'est pas comme ça qu'il faut faire, je suis juste en train de confirmer ma croyance, mon hypothèse sur la chose. Donc en faisant ça, en fait, je ne suis pas en train de faire de la logique. Alors on pourrait se dire, ça veut dire que le cerveau humain n'est pas logique ? Non, parce que maintenant je vous montre une autre règle. La règle suivante, c'est si on va au restaurant, alors c'est qu'on est vacciné.
Et cette règle-là, quand je vous l'ai dit et quand vous l'utilisez, en fait, là, vous allez l'utiliser non pas pour vérifier votre croyance, vous allez la vérifier pour essayer de trouver des menteurs, des falsificateurs. Et donc là, ce que vous allez faire, à juste raison, vous allez au restaurant et demander aux gens, montrez-moi votre passe sanitaire pour voir si vous êtes vacciné. Et donc là, ça montre bien que quand il s'agit de trouver quelqu'un qui ment ou qui falsifie une règle, on est capable, donc notre cerveau est aussi capable de faire de la logique. Mais le plus souvent, en fait, on est plutôt en train d'estimer nos croyances, et donc à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est le biais de confirmation, et donc c'est tout à fait normal d'avoir cette deuxième manière de fonctionner. Alors ça, pour faire ça, c'est votre cortex préfrontal, donc toute la partie qui est en bleu, là sur le schéma, toute la partie avant, et chez l'être humain, c'est 30% de votre cortex. Donc vous voyez, par rapport aux rats et aux singes, c'est toujours la partie bleue. Chez nous, c'est devenu énorme, parce qu'en fait, on passe notre temps à essayer d'estimer ces règles de vraisemblance, et c'est vraiment une partie vraiment importante de notre manière de raisonner, ce que fait assez peu l'IA. Alors, je passe très rapidement à quelques différences, mais en fait, qui découlent de ce que je viens de dire. Ça fait qu'en mettant ensemble ces différentes compétences, c'est ça qui nous rend capables de planifier et de raisonner sur l'avenir, de dire qu'est-ce qui se passerait si je faisais ça, et ça, on est aussi très fort de décider en fonction de qu'est-ce qui se passerait dans l'avenir si je faisais ça. Et puis aussi, autre chose où on est très fort, et ça, ni Laurent ni moi n'en avons parlé jusqu'à présent, c'est le fait qu'on vit en société, et que très souvent, la décision, elle est collective, elle n'est pas individuelle, et que finalement, l'intelligence sociale, c'est aussi apprendre ensemble à bien décider, et ça, c'est aussi des algorithmes très, très importants, et comprendre comment une société décide est aussi quelque chose qui est important. Donc finalement, pour conclure très rapidement sur ce que je viens de vous évoquer là, c'est de dire, d'une part, il y a bien sûr des bases communes entre intelligence naturelle et artificielle, mais après, attention, plutôt que dire que l'humain n'est pas logique et qu'il résout mal des problèmes, il faut plutôt dire qu'on ne résout pas les mêmes problèmes que la machine, parce qu'on n'est pas dans les mêmes circonstances, et finalement, la conclusion, c'est qu'on se complète très bien, et il vaut mieux qu'on fonctionne ensemble au lieu d'être en compétition. Voilà, merci. Et merci de nous avoir rassurés là-dessus. Merci beaucoup Frédéric Alexandre pour cette présentation. Merci Laurent Simon. Je vais me mettre entre vous deux. On a le temps de faire une petite séance de questions-réponses. Si dans la salle vous avez besoin d'approfondissement ou si ça nourrit votre réflexion et que vous avez des sujets d'interrogation, si la présentation de nos experts vous ont interpellé, n'hésitez pas à lever la main. Ah, il y a une question tout là-bas. Est-ce qu'on peut amener un micro au monsieur en régie, sinon je me déplace avec le mien, il n'y a pas de problème. Et puis on verra également après si on a eu des questions via le chat, puisqu'on n'oublie pas toutes celles et tous ceux qui nous suivent en ce moment en ligne via la plateforme. Monsieur, allez-y. Bonjour, je voulais savoir, au début vous avez dit que les algorithmes ont plus de mal de déceler une relation de causalité plutôt qu'une relation de corrélation, et je voulais juste savoir pourquoi finalement. Alors ça c'est vraiment... je pense que la notion de causalité, ça fait partie du Graal de l'IA dans plein de domaines. C'est-à-dire que nous, on est des machines à produire de la causalité dans les événements qu'on voit, en fait. On a des facilités, on peut même ne pas s'empêcher, en fait, quand on voit des événements, de les résumer par des critères causaux. Peut-être que tu pourras en dire un mot, mais par contre faire ça à une machine, c'est compliqué. Notamment c'est compliqué parce que la mode actuelle est plutôt statistique. Elle est plutôt au fait qu'on pense que simplement en collectant des données, on va trouver des relations causales entre les données, et ça on sait pertinemment que c'est faux. On a besoin d'avoir l'histoire des données, comment elles ont été produites et quelles sont leurs dépendances entre elles. Une machine, si on lui donne l'heure de lever du soleil et le fait que le soleil se lève et le coq chante, elle n'a absolument aucun moyen de savoir que ce n'est pas le coq qui fait lever le soleil. Ce n'est pas possible dans les données. Elle ne peut pas le voir. Le seul moyen de le voir, c'est d'avoir l'histoire des données et d'avoir en fait du bon sens quelque part. Et je dis que c'est un Graal de l'IA parce que notamment dans toute la mode actuelle de l'explicabilité, on demande aux machines d'expliquer. En fait, nous, notre relation, nos explications sont souvent en termes de causalité. C'est-à-dire que si je n'avais pas fait ça, voilà ce qui se serait passé, en fait, parce que ça a impliqué ça. En fait, la notion de causalité est dans notre discours. C'est même plus loin, c'est même dans dans le jeu. C'est-à-dire que on existe parce qu'on sait qu'on peut agir sur le monde
dans notre représentation des causalités de nos événements. C'est-à-dire que c'est ça qui va nous rendre indépendants et aussi responsables de nos actions. Donc cette notion de causalité, elle est centrale et elle est très difficile à mettre en œuvre parce que pour la tester, il faut que la machine agisse au niveau du monde. Et pour l'instant, on ne sait pas faire des machines qui agissent sur le monde. Voilà. Peut-être tu veux dire un mot. Est-ce que vous souhaitez compléter? Et ça a rapproché directement du problème de l'ancrage du symbole dont je parlais tout à l'heure. Nous, on est capable de travailler sur les causalités parce qu'on connaît la signification des choses, on les vit et on a cette connaissance que la machine n'a pas, qui, elle, ne fait que manipuler des concepts et des symboles. Et donc, l'exemple de Laurent avec le soleil et le coq, je sais très bien qu'il n'y a pas de relation... voilà, je sais ce que c'est qu'un coq et je sais ce que c'est qu'un soleil, et donc je peux en déduire que là, il n'y a pas de causalité. Par contre, il y aurait d'autres choses qui seraient corrélées, mais qui auraient effectivement une explication commune. Là, je me dirais, c'est causal. Donc c'est bien parce que je connais la signification, je suis capable de l'ancrer dans mon vivant et dans mon moi, dans l'historique, effectivement, dans l'historique des choses, que je suis capable de faire ça. Mais finalement, l'arrivée de cette intelligence artificielle, est-ce qu'elle n'est pas hyper bénéfique dans le sens où elle révèle tout notre potentiel humain? C'est-à-dire que dans certains métiers, notamment dépolluer certains métiers de tâches à faible valeur ajoutée, fait par l'intelligence artificielle, notamment dans les métiers de la relation client, par exemple, et qu'on puisse retrouver cette humanité, finalement, c'est une très bonne chose. Alors, vous avez en partie raison, et c'est vrai que ce qui est clair, Laurent parlait tout à l'heure, la différence entre le penser vite et le penser lentement, c'est sûr que toutes les fonctions rapides, automatiques, etc., c'est clairement les fonctions qu'on peut automatiser le plus facilement parce que c'est pas utile de connaître la signification des choses pour le faire. Par contre, toutes les fonctions où il y a besoin de réfléchir, de comprendre, de délibérer, à ce moment-là, c'est quelque chose qui va être plus typiquement humain. Et peut-être d'avoir cette peur parce qu'on annonce souvent, oui, l'intelligence artificielle va faire perdre tant et tant de métiers. Au contraire, il y a des métiers où les personnes vont pouvoir se recentrer sur ce qu'on avait un peu oublié. Voilà, je parlais des métiers de la relation client, il y a les métiers de la comptabilité, il y a beaucoup de métiers comme ça où les tâches étaient assez répétitives et ça, la machine va le faire. Et après, l'humain va pouvoir analyser ces chiffres. Et je pense que là, il y a un vrai plus. Alors, c'est vrai que quand on se projette, quand on se dit quel sera le monde demain avec de l'IA, en fait, on peut avoir de l'espoir. On peut avoir de l'espoir en se disant qu'en fait, ce qu'on cherche, c'est de la relation sociale. Et l'autre, en fait, notre relation avec un être humain ou la relation avec une machine, on ne le perçoit pas du tout pareil. Et donc peut-être que plus tard, on va libérer les gens pour qu'ils puissent faire ce qui fait de nous des humains, c'est-à-dire faire société, s'occuper des autres, prendre soin, comprendre, être empathique. Et peut-être aller dans une direction inverse de la direction qu'on a à l'heure actuelle. C'est ce qu'on peut espérer, en fait. Voilà. Ce serait une très bonne chose. Si l'IA pourrait nous amener à ça dans les années à venir, ce serait parfait. Il nous reste une petite minute. Une toute dernière question éventuellement de la salle. Eh bien non, écoutez, messieurs, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je pense qu'on peut les applaudir pour cet exposé très clair. Et puis restez avec nous, que ce soit dans la salle ou à distance sur la plateforme. On se retrouve dans une quinzaine de minutes à 15h. Alors là, on va changer de sujet. Ça va s'intituler « Agriculture du silex au robot ». Vous savez, ce grattoir rudimentaire qui est né il y a 8000 ans. Et bon, aujourd'hui, on est en pleine révolution agricole avec l'arrivée des robots. Nos intervenants vous en diront plus dans 15 minutes à 15h. À tout à l'heure. Merci.